Très heureux de vous retrouver. Alors pourquoi j'ai beaucoup de joie aujourd'hui? C'est tout simplement parce que c'est une première pour moi. C'est la première fois que je réalise une interview téléphonée et où mon invité n'est pas en face de moi. Donc je ne peux pas voir son sourire, ses craintes, ses émotions, mais j'espère qu'elle nous expliquera tout ça, sa manière de fonctionner, sa manière de... Parce que je reçois aujourd'hui Mariette Montpierre. Mariette Montpierre, bonjour. Bonjour mes 12. Ravi d'être avec vous. Bonjour tout le monde. Merci Bonjour aux auditeurs. d'avoir répondu à notre invitation. Donc, avec plaisir. Mon invité, je l'ai dit, c'est Mariette Montpierre. Vous êtes réalisatrice et autrice de courts-métrages, de films, de plein de choses. Hein. Vous avez j'ai l'impression que vous avez pour l'instant une carrière bien remplie. Donc, on va en parler, on va expliquer tout ça dans un instant. Mais avant, je pose la même question à tous mes invités. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? Oui. Oui. Maintenant, c'est laquelle? Oui, c'est laquelle, oui. Laquelle? Est-ce que vous aviez prévu de me demander pourquoi je suis devenue réalisatrice? Oui. Bon, ben voilà. Alors, à ce moment-là, vous allez me la demander au moment voulu. Donc, je n'ai pas vraiment de demande particulière. À part que mon premier long-métrage, qui s'appelle Le Bonheur d'Elsa, a été le coup de cœur du quotidien Le New York Times à New York, lorsqu'il est sorti aux États-Unis la première semaine de sa sortie. Et le film Le Bonheur d'Elsa, c'est ce film-là que le New York Times a choisi comme étant son coup de cœur. Et j'étais très fière parce que on sait que les critiques de ce magazine, de ce quotidien, peuvent faire ou défaire un film selon leurs critiques. Et j'étais vraiment heureuse d'apprendre qu'ils ont adoré le film. Alors, c'était en 2012. Parfait, on en reviendra. Mais donc, ma deuxième question, donc, qui est Mariette Montpierre? Je suis guadeloupéenne, donc née à Pointe-à-Pitre. J'ai grandi à Paris et j'ai choisi de devenir réalisatrice dans mon plus jeune âge. Et je suis passionnée de cinéma. J'aime la vie, j'aime vivre avec les éléments, le ciel, les étoiles, la lune. J'aime bien aller vers l'autre et découvrir ce que l'autre a à offrir et puis contribuer aussi à ma façon. Donc je suis une personne sociale. Donc vous êtes autrice, réalisatrice avec une double nationalité, même une triple si on veut. Vous êtes franco-américaine et guadeloupéenne. Voilà, donc j'ai 3 nationalités, puisque pour moi, la Guadeloupe, c'est un pays à part entière, même si c'est un département. Donc je suis guadeloupéenne, puisque je suis née en Guadeloupe et je suis de culture guadeloupéenne, mais j'ai fait mon éducation en France, donc j'ai une éducation aussi française, et je me suis exilée volontairement aux États-Unis quand j'ai eu d'abord 18 ans, et puis après je suis retournée définitivement vers 24 ans, parce que c'était l'endroit qui me faisait rêver pour faire du cinéma. Vous savez, tout au long de l'émission, je vais apprendre à vous connaître, à connaître vos œuvres. Mais donc, dans cette question, qui est Mariette Montpierre, je souhaite davantage que mon invité me dise son âge, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, des choses comme ça. Eh bien, dis donc, vous êtes curieux, je trouve. Mais il faut être curieux. C'est de l'ordre de l'intime, tout ça. Mais quand vous dites que vous avez un enfant, vous n'en avez pas, c'est pas de l'ordre de l'intime, c'est naturel. Mais si vous ne voulez pas répondre, vous avez le droit, hein, mais bon. Non, mais je ne dis jamais mon âge, parce que je trouve que l'âge est une façon de discriminer contre la personne. Par exemple, aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de demander l'âge de quelqu'un pour l'embaucher, dans un travail. C'est interdit. Vous serez sanctionné si vous demandez. Je ne vous embauche pas. Mais non, voilà. J'ai 18 ans. J'ai 18 ans. Oui. Voilà. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants?
Alors, j'ai un fils, il s'appelle Jack, et il habite à New York. Et ça me permet de vous poser une question sur ce fils. Il est fier de vous? Ah oui, je crois qu'il est fier de moi. Il a d'ailleurs tourné dans mon premier long métrage. Il jouait le rôle d'un petit Américain qui est en Guadeloupe, basketteur. Oui, et puis je suis née en janvier, le 29 janvier, donc je suis Verseau. Et j'ai un compagnon, un chéri que j'aime. Il s'appelle Stéphane. Et puis voilà, c'est tout ce que je vous dirais. C'est super, moi je trouve ça merveilleux. J'ai l'impression de mieux vous connaître. Qu'est-ce qui vous a donné envie à l'origine de faire du cinéma? Eh bien, parce que je ne me voyais pas. D'abord, quand j'étais adolescente, même enfant, je regardais beaucoup de films. Ma tante, Monique, était la première caissière du cinéma Rex et la Renaissance à Pointe-à-Pitre. Et donc, mon babysitting, c'était d'aller au cinéma voir les films et les revoir. Je voyais les westerns, les films de Dieu, les films bibliques, les péplums, les films indiens de Bollywood. Et évidemment des films français de l'époque. Et j'étais passionnée parce que j'aimais rester dans cet espace obscur. Et lorsque le rideau rouge s'ouvrait, et j'étais sur mon siège rouge bien installé, et que la magie apparaissait devant moi, je me sentais bien et en sécurité et heureuse. Et après, quand j'ai déménagé à Paris avec ma mère, elle a continué cette tradition de nous emmener tous les samedis, ou pas tous les samedis, régulièrement le samedi, dans un cinéma à Barbès-Rochechouart qui s'appelle le Luxor. Et c'est comme ça que j'ai eu cette passion du cinéma. Et puis après, lorsque j'ai décidé d'une carrière, eh bien, je voulais être dans le cinéma, pas forcément réalisatrice, mais en tout cas dans le milieu de la production. Et puis après, lorsque j'étais aux États-Unis et que j'ai réalisé que je voyais pas des gens qui me ressemblaient à l'écran, c'est là que je me suis dit c'est le moment de raconter mes propres histoires, parce que il y a beaucoup de fierté d'entendre parler sa langue, de voir un film être tourné dans son pays, de regarder des gens qui nous ressemblent. Ça fait qu'on se sent fier, beau et important. Donc j'ai tout de suite décidé que j'allais raconter nos histoires de femmes antillaises, principalement, puisque c'est un petit peu mon fonds de commerce. Donc, si je comprends bien, vous avez grandi entre plusieurs cultures. Comment ce mélange influence-t-il votre regard artistique? Alors, ce mélange est très important. C'était au départ, pour moi, difficile de concilier les trois, parce que ce qui prédominait, c'était la culture française et la réalisation que je faisais pas partie de ce monde dominant. Je faisais pas partie de la, comment on dit, mainstream. Je sais pas comment on dit ça en français, mainstream. C'est-à-dire de la mouvance dominante. Et c'était compliqué, parce que quand on est petite fille et qu'on regarde les magazines et qu'on voit, on se voit jamais, et on se dit mais pourquoi on ressemble pas à telle personne qui est sur le catalogue. Et ce n'est qu'en grandissant, ce n'est que lorsque je suis arrivée aux États-Unis, quand j'avais 18 ans, que les États-Unis ont déconstruit tout ce que j'avais appris dans cette tête d'adolescente colonisée. Et il y a eu ce parcours de déconstruction pour se reconstruire. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que les gens comme moi, nous avions des auteurs noirs, nous avions une culture noire qui était belle, importante. Il y avait des hommes politiques noirs, il y avait des millionnaires noirs, il y avait être noir, ça avait, c'était important, c'était beau, et ça me donnait plein de possibilités d'ouverture. Et donc quand j'ai compris que c'était super d'être guadeloupéenne, française et de vivre dans cet espace américain, dans cette ville de New York, eh ben je me suis dit j'ai le meilleur des mondes, et je peux combiner tout ça, au lieu que ce soit trois éléments parallèles qui ne se rencontrent jamais. Eh bien, j'en ai fait
j'ai fait trois mondes qui s'incluent, qui se mélangent, et c'est devenu mon monde à moi particulier, et c'est devenu une force. Et là, j'ai aimé être métisse, être multiculturelle, être, comme dit, glissant, le tout monde. Et c'est devenu une force après, mais au départ, c'était difficile à assumer. D'accord. Et ça me donne un regard particulier, parce que lorsque je fais des films, j'ai cette vision unique que personne d'autre n'a. Oui, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a un moment, une clé, un déclic qui marque le début de votre carrière? Oui, le début de ma carrière réellement a commencé. D'abord, j'ai commencé par faire de la publicité. Je faisais de la publicité pour Pepsi, Fédéral Express, Pizza Hut, Gillette, plein de clients importants et très, très époustouflants. Et donc, j'ai appris avec les plus grands dans une agence de publicité qui s'appelle BBDO. Et forte de cette expérience, un jour, un label français qui produit beaucoup de musique antillaise m'a demandé de venir, de produire et réaliser un clip pour Ralph Tamar, le Martiniquais, le chanteur martiniquais, un clip pour Edith Lefel et un clip pour Acoustic Zouk. À l'époque, il y avait Acoustic Zouk, je ne sais pas si vous vous rappelez, oui, de ce groupe. Et donc, ils sont tous venus à New York et j'ai réalisé et produit ces clips pour ces artistes. Et c'était le début de la réalisation. Pour moi, c'est comme ça que j'ai commencé dans la réalisation. Après, j'ai continué en faisant j'ai continué dans les clips et j'ai fait des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires et dernièrement une série. Oui, c'est Mademoiselle New York. On peut en parler New un peu? York. Oui, j'aimerais beaucoup en parler, bien sûr. Alors, mais avant d'en parler, quand vous commencez, vous entamez un projet, qu'est-ce qui vous vient en premier? L'image, l'histoire ou l'émotion, ou une émotion? En fait, l'émotion que m'a créée une situation, l'émotion que m'a créé un personnage, ça peut être être choqué, être dégoûté, être émerveillé. Donc, je suis témoin d'une situation qui est soit en moi ou soit chez quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, je me dis, il faut en parler parce que c'est trop important. Et généralement, ça vient du désir de partager et de faire découvrir à ma communauté et puis après aussi au reste du monde, de faire découvrir que ce sujet en particulier qui n'est pas forcément connu. Par exemple, lorsque j'ai fait Le Bonheur d'Elsa, on n'avait jamais parlé aux Antilles de l'absence du père. Comment une fille qui n'a pas vécu avec son père, elle peut après se développer et devenir une femme? Parce que le père, c'est quand même le premier homme dans la vie d'une petite fille. Et aux Antilles, les hommes ont l'habitude quand même de faire des enfants sans s'en occuper trop. En tout cas, ils avaient. Ça n'a pas tellement changé. Et j'ai trouvé que c'était un sujet très important de parler de la relation enfant-père et de cette responsabilité que beaucoup d'hommes antillais ont déserté, ont lâché et c'est la femme, la maman qui s'occupe, la maman potomitante. Donc je voulais soulever ce problème parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue et c'était partiellement autobiographique. Donc j'en ai aussi souffert et je me suis réparée. Et voilà, c'est comme ça que ça me vient. Je suis affectée, impactée par quelque chose qui me tient à cœur et j'essaie de le partager en sachant que ce sont des histoires universelles et que même si ça se passe dans le contexte guadeloupéen, tout le monde dans le monde va se connecter. Oui, il va s'identifier à ce sujet. Est-ce que vous avez des rituels ou des habitudes pour crier? Pardon?
Est-ce que vous avez des rituels ou des habitudes pour créer? Oh non, la création est souvent très compliquée, très difficile. Je la couche difficilement parce que même si j'ai une idée qui est forte, après il faut savoir l'exprimer visuellement et la mettre en scène. Donc souvent je fais beaucoup d'écriture, j'écris, je sais pas, peut-être 50 versions de la même chose avant de me définir, le final. Donc c'est un processus long et qu'on ne peut pas presser. C'est pas comme si on écrivait une chanson. Moi, souvent j'entends les chanteurs disent oui, quand c'est mûr, ça vient, c'est venu d'un coup, je l'écris en 5 minutes. Non, on n'écrit jamais un film en 5 minutes. C'est un long processus. Et puis après, quand on rencontre le producteur et un diffuseur, ces deux entités ont à dire sur le contenu de ce que j'ai écrit. Et souvent, ils veulent changer, rechanger. Le diffuseur n'est pas d'accord. Il me faut recommencer, etc., etc. Ça peut prendre 1 an. Juste le processus de l'écriture. 2 ans même. 3 ans. D'accord. Et travailler avec des comédiens, c'est souvent très intense. Comment vous installez la confiance sur un tournage? Alors, c'est très important, et vous avez dit le mot juste. Il faut installer un espace de liberté où l'acteur évolue en pleine confiance et pour qu'il soit capable de se donner au maximum dans leur personnage. Alors, ce que je fais, c'est que d'abord, je deviens... je crée une certaine intimité entre moi et l'acteur et de façon à ce que cette personne puisse n'ait pas peur d'évoluer sans complexe. Et puis en faisant des répétitions, en donnant le texte à l'avance et en demandant aussi à l'acteur que si le dialogue que j'ai écrit ne convenait pas parce que c'était pas comme ça, tel mot ne pourrait pas être employé parce que l'acteur ne voyait pas le personnage ainsi, je lui donne la possibilité de changer le dialogue. Donc alors évidemment, on ne va pas réécrire. Laissez-moi vous poser cette question. Vous laissez les acteurs improviser ou bien vous dirigez? Non, moi je dirige, mais en leur donnant un espace de liberté pour avoir un certain pourcentage d'improvisation. D'accord. Davantage d'émotion. Alors, oui, parce que quelquefois, ce que j'ai écrit passe pas avec eux. Ils me disent, Mariette, voilà, ça c'est sorti. Et je leur dis, c'est très bien. C'est le mot qu'il fallait. Puisque c'est ce mot-là qui est sorti, ça veut dire que c'était ça que vous deviez dire. Non, moi je suis assez flexible parce que j'aime beaucoup les acteurs qui proposent, qui prennent des initiatives. Je n'aime pas beaucoup travailler avec des acteurs où il faut leur dire « Ok, maintenant tu souris, après tu tournes à droite, tu t'assois, et puis maintenant tu marches à gauche, et puis tu sautes en l'air, et puis après tu pleures. » Non. D'accord. Le bonheur d'Elsa a marqué beaucoup de spectateurs. Qu'est-ce que ce film représente pour vous personnellement? Ça représente une partie de ma vie. Parce que c'était partiellement autobiographique. Ça a marqué un tournant dans ma carrière parce que j'ai gagné beaucoup de prix aux États-Unis au Festival panafricain de Los Angeles. J'ai gagné 3 prix, c'était en 2012. J'ai aussi gagné le prix BAFTA, qui est un prix anglais. J'ai gagné le prix du meilleur film de la diaspora au grand festival africain qui s'appelle le FESPACO et qui se passe au Burkina Faso. Ça, c'était en 2013. Et ça m'a propulsée un petit peu comme réalisatrice à part entière. Et ça m'a assis dans mon métier et dans la légitimité d'être réalisateur. Parce que c'est très difficile d'être en tant que femme d'être réalisateur. Parce que il y a toujours on nous prend moins au sérieux, on a moins droit à l'erreur. Un homme, ça peut faire 5 films qui marchent pas. Après le 6e, il y aura toujours du financement pour le faire. Moi, si je fais une erreur, je suis grillée. On me donnera pas une deuxième chance. Donc les critères pour une femme ne sont jamais les mêmes que pour un homme. Il faut que nous femmes on soit excellentes. On n'a pas droit à l'erreur.
D'accord. C'est un combat au quotidien. Combat au quotidien et ce n'est rien de le dire. Il faut le vivre. C'est vraiment un combat au quotidien et ce n'est pas de la blague. On a l'impression que les thèmes de la mémoire, de l'identité, de la filiation sont très présents dans vos films. Qu'est-ce qui vous pousse à les explorer encore et encore? Eh bien, parce qu'en fait, je trouve que quand on ne sait pas d'où on vient, quand on ne sait pas qui on est, c'est compliqué d'aller de l'avant et d'être enraciné. Moi, j'ai grandi, on m'a toujours dit tes ancêtres les Gaulois. Ah bon? Mes ancêtres étaient les Gaulois. Sauf qu'après, j'ai réalisé que c'était pas vrai. Donc, je trouve que c'est hyper important de communiquer, de transmettre à la jeune génération, parce que j'adore ce travail de transmission, très, très important de transmettre à la jeune génération que d'où il vient. Et donc, je fais beaucoup un travail culture historique et un travail de la mémoire identitaire, parce que je trouve que on devrait nous apprendre notre histoire, nous Guadeloupéens, nous Martiniquais, nous Antillais. C'est capital. Donc, à travers les films, c'est mon travail, c'est mon devoir de passer cette information. Est-ce que vous vous souvenez du premier prix que vous avez reçu? Oui, le premier prix que j'ai reçu, c'était à Los Angeles, le prix du meilleur film des programmateurs. Et là, je me suis levée et j'ai fait un speech et je suis allée m'asseoir et j'étais très contente, très émue. À peine assise, on me dit Mariette Montpierre, Le Bonheur d'Elsa, prix BAFTA. J'ai fait mon speech, je me suis assise et j'ai dit ok, c'est bon, là, ça va. Eh bien, pareil, Mariette Montpierre, prix spécial du jury avec Le Bonheur d'Elsa. Et tout ça à Los Angeles, dans un pays, aux États-Unis, dans un pays qui est spécialiste du cinéma. Et donc, je ne pouvais pas rêver de meilleur prix dans un meilleur lieu, parce que pour moi, le cinéma, c'est Hollywood, c'est Los Angeles. Et j'y étais. Donc, j'étais heureuse comme tout. Vous avez pleuré? Et ça, je me rappellerai toute ma vie. Eu des larmes de joie? Donc, Mariette, je vous demandais, est-ce que vous avez eu des larmes de joie ou à ce moment? Oui, j'avais des larmes de joie, c'était fantastique parce que moi qui adore Hollywood, moi qui adore Los Angeles, je recevais un prix au meilleur endroit du monde, la capitale du cinéma Hollywood, Los Angeles. Donc moi, la petite antillaise de la cour Boucard qui est née pauvre, j'étais dans la cour des grands avec des grands réalisateurs, avec une communauté qui appréciait mon travail. Mais qu'est-ce que ça fait chaud au cœur. Quelle reconnaissance. Moi, j'étais vraiment surprise. Je m'y attendais pas du tout. Et ce que je voulais dire, c'est que je pense que ce qui leur a plu aussi dans le film, c'est la Guadeloupe en elle-même. Montrer notre communauté, nos femmes et nos hommes qui sont beaux, qui sont talentueux. Est-ce que ce moment précis, on reçoit un prix prestigieux, on se fait des promesses? Ah ben oui, on se dit, on va faire le prochain direct. D'accord. On se dit, on va faire le prochain direct et ça va être encore mieux. On se dit, ça c'était pas grand-chose, on va monter en puissance. D'accord. Et comment la Guadeloupe influence-t-elle votre manière de filmer? Alors, la Guadeloupe, c'est vraiment le lieu où je suis le plus créatif. Ça m'inspire parce que depuis que je suis revenue en Guadeloupe, depuis 2018, je vis avec les éléments, je vis avec la nature, la forêt me parle, je suis plus sereine, je suis plus à même d'être authentique et honnête. Avant, je faisais des films avec un sujet, avec une passion, mais là, je fais des films avec mon cœur et j'essaie de m'exprimer avec authenticité, honnêteté, et le public le ressent parce que je n'ai pas peur de ce que va dire le public, sur ce que j'ai à dire, parce que je suis en paix avec moi-même. Et c'est la Guadeloupe qui me donne cette sérénité, cette envie de produire cette énergie, absolument. Dites-moi, Mariette Montpierre, aujourd'hui,
Comment vous voyez la place des réalisateurs et réalisatrices issus de la Caraïbe ou de la diaspora noire dans le cinéma français? La place de la diaspora noire dans le cinéma français. Moi, je pense que en France comme à Hollywood, les gens n'ont plus d'idées. Tout a été dit. Et en fait, on vient chercher des façons de dire les histoires différemment et ils puisent, les Européens, les Français, les Américains puisent dans notre culture parce que c'est encore une culture inconnue pour eux, une culture pleine de mystères avec nos traditions, avec nos mœurs, nos coutumes, notre art de vie. Et un bon nombre d'auteurs viennent ici vivre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, écrivent et adaptent adaptent leurs histoires façon anti. Donc, je pense que maintenant, ce qu'il y a à faire pour nous, c'est de nous approprier notre propre histoire et de les montrer au monde, de ne pas se laisser piller, parce que souvent, on donne des budgets à des Français de France hexagonale pour raconter nos histoires. Et nous, on peut les raconter selon notre vision. Donc, je pense qu'on a une place à prendre et le développement du cinéma antillais est bien là. Il y a plein de nouveaux réalisateurs, la nouvelle génération, de nouveaux films qui sortent sur le marché et c'est très bien. Est-ce que vous sentez qu'on avance vraiment en matière de diversité ou c'est encore très symbolique selon vous? Oh, c'est encore très symbolique. Hein. Je pense que le chemin est encore long, mais le début est là. Et c'est à nous de nous battre. Alors, le problème de ce mot diversité maintenant, ça ne veut plus dire grand-chose. En tout cas, le terme a changé de sens. Avant la diversité, c'était les Noirs, les Arabes. On nous donnait des financements parce qu'on avait besoin de booster nos histoires. Maintenant, la diversité ne veut plus dire ça. La diversité veut dire des femmes, les LGBT+, les gens de la banlieue, quelle que soit leur couleur. Et donc, malheureusement, nous, les Antillais, on a un peu perdu la préférence, notre place dans cette diversité. Donc, c'est encore nous à nous battre de ce côté-là. Le cinéma peut-il, selon vous, réparer ou au moins raconter certaines blessures historiques? Bien sûr, et c'est pour ça que par exemple, regardez, il faut redire l'histoire de notre version de l'histoire. Parce que quand vous regardez les films de cowboy avec John Wayne, les films américains, c'est toujours les Indiens qui ont peur et qui perdent. Et c'est toujours l'Américain, le cowboy avec du style John Wayne qui gagne. Mais parce que ça, c'est la version du gagnant. Mais donc, maintenant, il faut que nous donnions notre version de l'histoire. Et donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Le cinéma est un outil pour restituer l'histoire et la vérité, la façon dont nous avons à dire notre version de l'histoire. Tant qu'il y aura des chasseurs, les lions ne seront jamais là pour dire leur histoire. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet à venir qui vous tient à cœur? Oh, il y en a plusieurs. Là, je suis en train de faire un documentaire sur la sexualité de la femme antillaise. C'est un documentaire qui sera sur cette sexualité et c'est les spécificités de la sexualité de la femme antillaise. Et ça me tient à cœur. C'est un gros morceau. Et je fais aussi un documentaire sur le groupe Delgrès, que vous connaissez certainement. Oui. Avec Pascal Danaé, c'est un groupe qui joue de la musique, c'est du rock, avec un aspect
créole de la Nouvelle-Orléans. Il y a un sousaphone qui est la spécificité un instrument qui est la spécificité du groupe. Et Pascal Danaé, qui est le leader du groupe, est guadeloupéen, né à Argenteuil, et il chante en créole. Et c'est extraordinaire. Est-ce que vous connaissez le rock du groupe Delgrès? Non, après l'émission, je vais essayer d'y aller regarder un peu plus près, mais je ne connais pas. J'avoue que je ne connais pas. Donc, j'attends super. votre documentaire également. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Oui, tout à fait. Laissez-moi vous dire, est-ce qu'il y a un genre que vous n'avez pas encore exploré, mais que vous attirez, que vous allez bientôt vous y mettre? Science-fiction, animation, comédie, quelque chose comme ça? Alors moi, je me lance sur un long métrage, mais je ne veux pas en parler parce que le sujet est secret et tout est secret. Mais j'ai déjà fait de la publicité, du court métrage, des vidéoclips, de la série, des documentaires. Donc la prochaine, une des choses qui m'attire un petit peu, c'est de faire du théâtre. J'ai commencé en étant comédienne de théâtre classique, où j'étais sur les planches, je faisais du Molière, après j'ai fait du théâtre contemporain, Marivaux, Gogol. J'ai fait du théâtre de boulevard et j'aimerais beaucoup soit retourner sur les planches ou soit diriger les acteurs au théâtre. Ça, j'adore ça. D'accord. Laissez-moi vous dire, ça fait à peu près un peu plus d'une demi-heure qu'on échange. J'ai l'impression que vous êtes une femme riche professionnellement et c'est extraordinaire. Vous avez réalisé plein de choses. Comment se fait-il que vous soyez si peu connue à la Martinique et j'ai l'impression aussi en Guadeloupe parce que j'avais jamais entendu parler de vous. Eh bien, c'est une bonne question qu'il faudrait demander aux gens qui sont dans les médias. Pourquoi je ne suis pas invitée plus souvent? Mais moi, je suis quelqu'un de très intimiste. Je n'aime pas me mettre en avant. Je ne recherche pas forcément la publicité. Et j'ai vécu 30 ans aux États-Unis. Donc, 30 ans... je suis de retour que simplement récemment, et je crois aussi que le fait d'être une femme, on vous calcule beaucoup moins. C'est vrai que je suis assez invisible, mais mon travail est souvent là, sur les écrans, et je suis beaucoup à l'international, c'est-à-dire que mon parcours est un parcours à l'international, parce qu'on n'est jamais roi chez soi. Je me suis beaucoup attardée en Europe, principalement aussi aux États-Unis, en Inde, au Japon, en Corée, en Afrique du Sud, en Italie, en Allemagne. J'ai été invitée partout et j'ai développé une carrière à l'international. Ce qui pourrait expliquer pourquoi je suis moins connue en Guadeloupe et en Martinique. D'accord. Donc en ce moment, il y a votre réalisation Mademoiselle New York qui est diffusée, oui. Qui est à l'antenne. Pouvez nous en parler un peu plus? Oui, alors Mademoiselle New York est une... Le titre me plaît. Hein. C'est une comédie dramatique qui suit une influenceuse de 22 ans, Isabelle. Elle est influenceuse de mode et de lifestyle. Et le jour de son mariage, elle plante tout le monde. Famille, mariage retransmis en grande pompe sur tous les réseaux sociaux. En l'occurrence, notre réseau social qui s'appelait Guadagram. Et elle plante tout le monde devant l'hôtel et elle s'enfuit parce qu'elle a été victime d'une violence conjugale avec son fiancé et elle décide de ne pas se marier. Elle s'enfuit. Elle prétend partir à New York. En live, elle dit en live, ok, ça y est, je m'envole à New York. En fait, elle va se cacher dans les grands fonds et pendant une dizaine de jours, elle va se reconstruire et redécouvrir qui elle est, découvrir l'amour, le vrai, découvrir ce que c'est qu'elle elle aura son premier vrai orgasme. Elle va découvrir la solidarité, l'amitié. Elle va aider, grâce à son pouvoir d'influenceuse, des vieux qui sont en passe d'être expulsés de leur maison. Alors voilà, il faut suivre cette série de 6 épisodes.
qui passe actuellement sur Guadeloupe la première, où vous pouvez le prendre aussi en replay, ou aller sur la plateforme de France Télévisions et taper Mamzelle New York. Alors je vous dis comment ça s'écrit M-A-N-M-Z-E-L. Ça s'écrit à la guadeloupéenne, en créole guadeloupéen. M-A-N-M-Z-E-L. Et puis vous verrez le lien pour regarder la série gratuitement. J'insiste, c'est gratuit et il y a 6 épisodes. C'est une série qui nous ressemble. C'est une série qui parle de nous antillais, qui est tournée entièrement en Guadeloupe avec des acteurs martiniquais, guadeloupéens, africains aussi, parce que j'ai tenu à faire la passerelle culturelle entre l'Afrique et les Antilles pour dire que c'est important aussi de s'ouvrir et d'aller vers les autres, d'aller vers l'Afrique, d'aller vers la Martinique, vers la Guyane. Il y a la musique de la Guyanaise, comment elle s'appelle, toujours du bout. Oh, j'ai oublié son nom. Bon, La chanteuse guyanaise extraordinairement belle et talentueuse. Je retrouverai tout à l'heure. Et il y a de la bonne musique antillaise avec Missier Sadiq, Vous avez obtenu des Jim subventions de la Rama. Guadeloupe? Pardon? Vous avez obtenu des subventions de la Guadeloupe? Oui, bien sûr, de la région Guadeloupe, du centre, ainsi que du Centre national du cinéma, du ministère de l'Outre-mer. De toute façon, je ne fais jamais de film sans l'aide de la région Guadeloupe. C'est toujours grâce à la région Guadeloupe que je peux obtenir un soutien. Et avec ce soutien, je vais chercher un producteur et je vais chercher d'autres argent. Et l'argent de la région Guadeloupe est toujours le déclencheur d'autres subventions, parce que avec une région comme celle de la Guadeloupe, eh bien, les autres bailleurs de fonds font confiance. Ils se disent, il y a la région Guadeloupe sur le coup, ok, on va y aller nous aussi. Donc, c'est très important d'être accompagné par la région Guadeloupe. Qu'est-ce très important et je les remercie. Qu'est-ce qui est plus facile à réaliser, un documentaire ou une série en 6 épisodes? Qu'est-ce qui est le plus facile à réaliser? Oui. Ils ont chacun leurs difficultés. Le documentaire, on parle du réel, c'est-à-dire que c'est des vrais protagonistes, il ne s'agit pas d'acteurs, et on vit avec eux des tranches de vie au quotidien. Ces gens-là deviennent nos amis, on les accompagne, et on espère que cette traversée qu'ils font avec nous pendant le documentaire, ça va les servir à une transformation, ça va servir à obtenir quelque chose qui est au bout de leur quête. Donc c'est du réel, c'est du réel. On transforme le réel là dans le documentaire. Tandis que dans la fiction, avec un long métrage, on est avec des acteurs. On collabore avec des acteurs qui nous permettent de raconter une histoire qu'on a écrite. On a beau écrire où un documentaire va aller, une fois qu'on est avec le personnage, il peut prendre n'importe quelle forme, n'importe quelle direction. Et moi, j'aime les deux formes, j'aime les deux formats. D'accord. Vous savez, je vous écoutais, mais je pensais à quelque chose. J'ai toujours pensé à ça, je ne sais pas pourquoi. Quand on réalise un film, et puis on a une scène qui est bonne, c'est dans la boîte, est-ce que ça peut arriver que, un mois après, on se rend compte qu'il faut retourner la scène? Oh, bien sûr, ça peut arriver, mais vous savez quoi? Moi, je n'ai jamais assez de budget pour retourner des scènes. Non, il faut faire avec, et il faut inventer autre chose. Et c'est ça tout le pouvoir du montage. Quand on travaille en salle de montage, on écrit le film. C'est là où le film s'écrit pour de vrai. On a beau tourner, on a beau raconter ce qu'on veut, c'est au montage qu'on fait dire aux images ce qu'on a envie de leur faire dire. D'accord. On peut truquer, on peut changer, on peut améliorer. Le montage, c'est très important, c'est l'essence du film. D'accord. Très important le montage. Qui donne du lien à toute l'histoire, quoi. Absolument, et c'est là aussi où on fait du son, on fait des effets spéciaux. Ouais. On peut faire une voix off. Ouais. Voilà, donc le montage, c'est l'élément quasi essentiel. D'accord. Si vous pouviez raconter l'histoire de n'importe quelle personnalité, réelle ou fictive, ce serait qui?
Alors, je voudrais beaucoup raconter l'histoire de Simone Schwarzbart lorsqu'elle a rencontré André Schwarzbart et que c'était un couple mythique qui symbolisait le rapprochement entre les peuples, une Antillaise de la Guadeloupe avec un Juif d'origine polonaise qui a vécu la Shoah et qui s'aiment passionnément dans le Paris des années 60. Qu'est-ce que c'est beau, ils étaient au cœur, c'était le couple mythique le plus très à la mode, le plus suivi. Et ça, c'est une belle histoire que j'aimerais beaucoup raconter, leur histoire d'amour. Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme, peut-être guadeloupéenne, peut-être pas, qui rêve de faire du cinéma aujourd'hui? Alors, je dirais, aie confiance en toi. Ne pense jamais que quand on te dit tu vas pas y arriver, que c'est la réalité, non. Et il faut oser. Et puis surtout, prends des cours de acting. Alors, pas forcément des cours de théâtre, parce que le théâtre, c'est très différent du cinéma, mais il faut prendre des cours de acting. Il y a différentes techniques. Il y a la technique de Meisner, il y a la technique de l'acteur studio. Quelle que soit la technique que tu choisis, prends des cours, parce que ça s'improvise pas être acteur. C'est pas parce qu'on est bon et qu'on parle bien, c'est pas parce qu'on est beau qu'on est acteur, c'est pas parce qu'on est mannequin qu'on est acteur. C'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est un vrai métier, ça s'apprend. C'est une vraie pratique artistique. Donc n'hésitez pas à prendre des cours et allez vous former, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, en France, aux États-Unis, il faut prendre des cours. D'accord. Et si vous pouviez transmettre un message à travers votre cinéma, quel serait-il? Un message à travers le cinéma. Alors, moi, mon message dans tous mes films, c'est un message d'amour, un message de rapprochement entre les peuples. Un film, ça va pas changer le monde, mais ça peut changer la vie de plusieurs personnes. Ça peut conscientiser les gens, faire qu'on réalise que tel problème existe et que on a aussi ce problème et qu'on peut le solutionner et qu'on peut être inspiré par des films qui nous proposent des solutions. Je pense que le cinéma, je le fais, comme on dit en anglais, by any means necessary, c'est-à-dire par quelque moyen qu'il soit, je fais des films. Si on me dit non en entrant par la porte, eh ben, je passe par la fenêtre. Je suis là tout le temps pour être inspirée pour inspirer les autres. Les autres m'inspirent et moi je les inspire. En fait, pour moi, mon cinéma, c'est un cinéma de lutte, de combat. Même si par exemple avec Mademoiselle New York, on s'amuse, on rit et c'est léger, il y a toujours dans mon cinéma des sujets importants qu'on aborde. Et souvent, je les aborde de façon légère parce que c'est comme ça, on ferait mieux de rire de nos souffrances et pour les transcender. Mais mon cinéma, c'est un cinéma d'amour, de combat et d'inspiration. Dans votre métier, la réalisation, quel est votre plus mauvais souvenir? Je ne veux pas en parler si c'est le plus mauvais. Je veux pas. Enfin, je dois dire que sur un tournage, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens se sont rebellés, l'équipe s'est rebellée et il fallait s'arrêter et communiquer avec eux pour leur redonner l'inspiration, la confiance en nous. Et c'est ce qu'on a fait et on a obtenu. Alors, donc c'est important de communiquer. Oui, c'est sûr. Alors, parlons de votre plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir, quoi? De tournage ou Sur une réalisation, dans votre vie, votre plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir, c'est la naissance de mon fils. Ah, je savais ça. Je savais ça. La naissance de mon fils avec son sourire extraordinaire, sa petite boucle qui descendait sur son front,
Et quand je l'ai pris dans mes bras, c'était que du bonheur. Et je me suis dit, c'est pour ça que je suis venue au monde, pour avoir C'est ce votre fils ultime avec but. moi. C'est votre ultime but. Dites-moi, Ouais. Mariette Montpierre, vous êtes venue à cette émission pourquoi? Je suis venue à cette émission pour dire à la terre entière, au public de KMT TV, de regarder mes films, de me soutenir et que mes films vont vous faire du bien. Vous allez être agréablement surpris par ce que je peux vous proposer en termes d'image. Vous allez, en regardant mes films, vous allez être bien et vous allez vouloir en regarder un deuxième pour dire que la vie est belle et ça vaut la peine d'être vécu et qu'on peut faire de très belles choses et que il faut continuer à vivre et à vivre bien. Il faut garder le sourire. C'est ce que je propose. Je propose de partager l'amour et de sourire tous les jours. Vous écrivez et vous réalisez vos films. Quel est le rôle le plus facile? Moi, je préfère la réalisation que l'écriture. L'écriture, c'est toujours un peu violent pour moi. C'est toujours un peu difficile. Mais je suis acharnée et j'essaie d'écrire de belles histoires que je porterai à l'écran. Pour moi, c'est être sur un plateau, c'est ce que je kiffe le plus. Être là avec mes acteurs et créer un espace de liberté pour eux, et puis après voir ce qu'on a tourné et le moment magique où toutes les séquences sont alignées et ça devient une narration forte et émouvante. Et dans la salle de montage, on fait de la magie. Avec le son, les effets spéciaux et la musique, ça devient un film merveilleux, quoi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, quand moi je suis émue, généralement, les gens sont émus avec moi. Vous connaissez la Martinique? Vous êtes déjà venu? Oui, bien sûr, je connais la Martinique pas super bien, mais je suis déjà venue. D'ailleurs, on a montré mon film, Le bonheur d'Elsa, à la Fondation Clément. D'accord, très très bien. Je vois que vous fréquentez de beaux lieux. Ouais, et puis aussi au cinéma Madiana. Et puis aussi, je suis venue à Martinique la première à présenter Mademoiselle New York lors de sa sortie au mois de décembre 2024. D'accord. Je crois que je vous ai déjà posé la question. C'est une question que vous auriez souhaité que je vous pose. Pourquoi vous êtes devenue réalisatrice? Oui, vous m'avez déjà posé la question. Oui, je la repose volontairement. C'est pour partager de l'amour et du bonheur et pour, en fait, raconter nos histoires d'Antillais et principalement de femmes guadeloupéennes, parce que si nous ne racontons pas nos histoires, personne d'autre va le faire pour nous. Et c'est un vrai bonheur d'entendre des histoires, les gens qui parlent créole, qui parlent votre langue. Il n'y a rien de plus puissant que ça, d'entendre sa langue, de voir sa communauté sur le grand écran. Ça nous donne de la puissance, de la beauté, de la force. Voilà. J'avais envie que ce soit vos derniers mots, sauf si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Non, j'étais ravie de partager avec les téléspectateurs de KMT parce que je crois que la Martinique comme la Guadeloupe, nous sommes des frères et sœurs et c'est bien que ça circule, que l'émotion circule entre les deux îles sœurs et que la beauté et que les histoires circulent. Donc regardez Mademoiselle New York, Le bonheur d'Elsa, Entre deux rives, c'est un documentaire que j'ai fait, Les derniers blancs Batignons, Les passagers du pont, Tourner vers la Mecque, l'histoire des musulmans martiniquais et guadeloupéens, plein de belles histoires que je raconte. Mais j'ai aussi fait des clips pour Éline Michel en Haïti, Michel Martelly, et puis aussi voilà, je suis allée à Cannes cette année
au mois de mai au Festival de Cannes et j'ai eu l'opportunité de rencontrer des acteurs que j'aime beaucoup et des producteurs, Robert De Niro, Tom Cruise, Denzel Washington, Spike Lee, Juliette Binoche et plein de gens qui m'inspirent. Et après, moi, je peux inspirer les autres. Et j'ai monté les marches. J'étais heureuse comme tout avec ma robe de princesse. Parfait. C'est sur ces mots qu'on achève cette émission. Merci, Mariette Montpierre, d'avoir été notre invitée pour aujourd'hui. Et puis, bon vent pour la suite. Merci beaucoup, Médouze. À bientôt, j'espère. Bye bye.